tout d'abord, j'aimerais bien remercier l'organisation pour l'occasion qui m'est donnée de venir vous parler ici. C'est un très grand plaisir pour moi d'être au Québec. Comme vous aurez remarqué immédiatement, dès que j'ouvre ma bouche, je ne suis pas français, hein, c'est bien italien. Malgré 30 ans en France, j'ai quelques petites erreurs de prononciation. Je vous demande de me pardonner dès le départ. Alors, pour répondre à la très gentille introduction, essentiellement, effectivement, ça fait 30 ans que je fais des recherches et d'enseignement en informatique. Donc, ça veut dire que j'ai vraiment contribué à créer des générations de nouveaux développeurs, programmeurs et chercheurs dans ce domaine. Ça fait 20 ans que je suis engagé complètement dans les mouvements de logiciels libres. J'ai construit, je développe le logiciel libre, je suis avocat du logiciel libre. Et depuis 10 ans, vous voyez, soit avec l'âge, soit avec la sagesse, selon comme vous voulez choisir, j'ai décidé de m'investir dans la création, dans la direction des structures qui sont au service du bien commun. Et donc là, en particulier, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Software Heritage, mais c'était très intéressant de voir la conférence de M. Carcenti tout à l'heure, parce qu'effectivement, il y a 3 ans, on a aussi créé les premiers MOOC sous la programmation fonctionnelle basés sur le langage de programmation OCaml, qui a été créé en France. Et c'était une expérience intéressante. Je pourrais faire une autre conférence sur ça, mais ce sera une autre occasion. Alors, venons au sujet des Software Heritage. Alors, si vous regardez autour de nous, effectivement, les logiciels sont partout. C'est les moteurs de notre industrie, les carburants de l'innovation. C'est un instrument indispensable pour toute la recherche académique qu'on fait aujourd'hui. Ce n'est pas que dans les sciences dites dures. Si vous regardez les sciences humaines, en géographie, en sciences sociales, vous ne pouvez plus rien faire si vous n'avez pas des outils de cartographie ou des outils de statistiques qui sont utilisés partout. Donc, dans tous les domaines de la recherche, le logiciel est essentiel. C'est aussi, et ça c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est un instrument essentiel pour accéder, c'est un médiateur indispensable pour l'accès à l'information numérique. C'est un peu quelque chose d'originel dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez, en étant italien, j'ai encore les privilèges. L'italien comme langue ayant évolué relativement peu dans les siècles. Je peux aller à Florence, rentrer dans la bibliothèque de Florence, prendre une très vieille édition de la Divine Comédie de notre grand poète Dante, et je peux encore la lire. Je n'ai pas besoin d'instruments spécifiques pour arriver à comprendre ce qui est écrit là-dedans. Par contre, si je vais retrouver un document qui est sur un floppy disk des 8 pouces des années seulement 70 ou 80, alors bon courage. Déjà arriver à les lire, après la suite des bits, comprendre ce que ça signifie. Si on n'a pas les logiciels qui interprètent ces contenus et qui nous donnent la représentation, on n'accède plus à l'information numérique. Mais on est tellement habitué à avoir ces médiateurs numériques dans nos poches qu'on oublie que c'est essentiel pour accéder à cette information. Oui, et en plus, si vous regardez ce qui est passé dans les dernières élections un peu partout dans le monde, l'informatique et les logiciels sont devenus aussi des instruments des contrôles ou des manipulations de notre société. Donc, à l'intérieur du logiciel, on peut dire qu'effectivement, il y a une partie croissante de notre connaissance et on peut vraiment dire que les logiciels est devenu aujourd'hui une partie essentielle de notre propre patrimoine culturel. C'est une observation qu'en général, on a du mal à faire, parce qu'on voit juste l'outil et pas vraiment la connaissance qu'il contient. Mais quand on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire que les logiciels contiennent de la connaissance? Si vous n'êtes pas informaticien, des fois, on a un peu du mal à comprendre. Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer ce que je veux dire par là. Vous voyez, si vous regardez dans les logiciels, la connaissance est ce qu'on appelle les codes sources des logiciels. Pas vraiment dans l'outil que vous utilisez tous les jours, mais dans les codes informatiques qui est écrit pour que l'outil fonctionne. C'est quoi les codes sources d'un logiciel? Là, il y a une très belle définition qui vient de la licence GPL. Les codes sources d'un logiciel, c'est la représentation du logiciel qui est celle qui est préférée par un développeur pour lui apporter des modifications. Alors, je donne un exemple très simple. D'accord? Imaginez, vous avez une application dans votre téléphone, votre smartphone. Vous lancez l'application, ça fait apparaître un joli bouton qui dit « Hello World ». Et à un moment donné, vous dites quand même, mais ça parle en anglais, c'est pas très sympa, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire parler en français? Donc vous allez appeler un ingénieur en disant, tu peux regarder comment il est fait ce logiciel-là, et les modifier pour qu'il dise bonjour le monde plutôt que hello world. Ben là, l'ingénieur a le choix entre deux choses. Soit il va prendre les logiciels exécutables tels qu'ils se trouvent effectivement sous la machine, et là, je vous garantis que je ne triche pas, hein, ça c'est un vrai extrait petit du code informatique qui permet d'afficher Hello World sur votre écran. Donc là, si vous voulez, ce n'est pas super facile d'aller faire la modification. Un bon hacker, il va y arriver. Tant qu'effectivement, il faut remplacer Hello World par une chaîne de caractères plus courte. Par contre, s'il faut remplacer par une chaîne de caractères plus longue,
c'est plus compliqué, c'est une grosse galère. Ou alors, il y a un deuxième choix, il peut aller voir la représentation de ces logiciels telle qu'elle avait été écrite par les développeurs qu'il a vraiment développé. Et à ce moment-là, vous retrouvez quelque chose comme ça. Alors, pour quelqu'un des non techniques, vous allez me dire, bah, mais je ne comprends rien non plus. Mais bon, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas trop compliqué d'aller voir qu'est-ce qu'il faut aller changer pour que le Word, on le remplace par Bonjour les mondes. D'accord? Et donc, ça, c'est les codes sources, c'est la représentation idéale pour un développeur pour apporter une modification à ces logiciels-là. Et alors, vous voyez, cette observation des codes sources est importante. Ce n'est pas une observation nouvelle, c'est une observation ancienne dans le domaine de l'informatique. Par exemple, Harold Abelson, qui est un professeur mythique de l'MIT, donc c'était une des personnes qui ont contribué à créer la Free Software Foundation, avec Richard Stallman, qui a contribué à construire les mouvements Creative Commons, qui était à l'origine du logiciel Scratch, qui est utilisé pour faire l'introduction à la programmation plein de monde. Quand j'étais petit, moi, là, par contre, vous commencez à dévoiler un petit peu, comprendre que j'ai un certain âge, malheureusement, même si je me sens très jeune à l'intérieur. Hein, quand j'étais étudiant moi-même, dans les années 80, il y avait un livre très joli qui était écrit par M. Abelson. Dans son introduction de ces livres-là, il disait « Les logiciels doivent être écrits d'abord pour que des personnes puissent les lire, et seulement accessoirement pour que des machines puissent les exécuter. » Vous vous dites « Mais qu'est-ce qu'il dit, là, monsieur ?» Bon, tout d'abord, il parle à ses étudiants, il leur dit « Il faut me rendre des copies avec un logiciel, je ne comprends rien à ce que vous avez écrit, vous aurez une sale note. » Ça, c'est clair. Mais c'est plus profond. Si vous écrivez un logiciel, vous avez besoin de les relire plus tard pour les modifier, pour les faire évoluer, pour comprendre qu'est-ce qu'il fait. Donc il faut vraiment que ça soit lisible. Mais alors, dans les années 80, ça c'était dur à comprendre parce qu'il n'y avait pas tellement de codes sources disponibles. La plupart des codes sources à l'époque étaient mis sous clé. Dans des logiciels propriétaires, on ne vous donnait pas les codes sources, on vous donnait juste l'exécutable. Alors, 30 ans après, le monde a bien changé. Il y a énormément de codes sources des logiciels libres, grâce au moment du logiciel libre qui est passé par là, qui est disponible. Et si vous cherchez un peu, vous trouvez des petites perles. Hein, j'en ai extrait quelques-unes. Je vais passer un petit moment avec vous sur ça. Vous voyez, par exemple, tous les codes sources d'un des logiciels des jeux. Alors, qui se rappelle Doom dans la salle? Quelqu'un a joué à Doom? Ah, voilà, très bien. C'est que il y a autant de vieux que moi, ou des passionnés d'anciens jeux que moi. Et donc, voilà, celui-ci, Doom, là, a été écrit par les gens d'ID Software, en particulier par John Karma, qui est un développeur absolument spectaculaire. Si vous regardez dans Quake 2, qui est une évolution, hein, qui a été rendue libre plus tard, donc les codes sources sont disponibles, vous cherchez à l'intérieur, vous trouvez par exemple cet objet-là. 2 secondes de patience pour les gens non techniques, hein, je veux quand même se prendre un tout petit plaisir d'informaticien. Et là, ce qu'il fait, ces messieurs-là, il doit calculer 1 sur racine carrée de x, plein de fois dans son logiciel. Pourquoi? Parce que quand vous faites des jeux en 3D, et là c'était la 2D et demi, c'est très important de faire ces calculs. Très souvent, c'est pour calculer un peu l'illumination, les rayons qui passent sur chaque endroit, pour que vous puissiez jouer bien. Mais là, il avait une difficulté. Au moment où les logiciels avaient été écrits, les ordinateurs n'étaient pas très rapides. Hein, en particulier, les coprocesseurs numériques n'étaient pas suffisamment rapides. Donc, juste appeler la fonction des divisions flottantes et la fonction des racines carrées flottantes sur les coprocesseurs numériques n'allait pas assez vite. Donc, vous bougez votre joystick, votre fusil ne bouge pas, vous êtes mort, vous n'êtes pas content, ce n'est pas un beau jeu. Donc, il fallait trouver une solution. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il bijou, si, je ne vais pas trop vous détailler, vous voyez, il prend un nombre flottant, il doit calculer 1 sur racine carrée de ça, et alors il fait des choses très très bizarres. Heureusement, il y a des commentaires. Donc, vous voyez là, par exemple, il dit manipulation perverse au niveau des bits sur la représentation flottante. Donc, il prend les flottantes, il regarde comme c'était un entier. Alors là, pour savoir pourquoi ça marche, il faut savoir la représentation IEEE sous 32 bits des flottants. C'est un peu compliqué, mais je passe les détails. Donc, ça vous donne... Faire ça, c'est une manip incroyable qui vous permet de calculer à peu près les logarithmes de l'objet. Après, faire la racine carrée sur un logarithme multiplié par 1 sur 2. Donc, c'est ce qu'on fait là. Mais après, les trucs intéressants, c'est là, on fait des choses qu'on comprend. Ça, c'est divisé par 2. Hein, donc, et vous voyez les commentaires de la personne qui a revu les codes plus tard. On ne comprend pas tout à fait ce qui se passe, hein, mais donc après, on a mis du temps pour les comprendre. Et après, donc là, on arrive en première approximation, et après, il y a encore d'autres choses, on ne comprend pas trop, mais vous voyez, première itération, deuxième itération, donc si vous rappelez un peu vos cours des maths élémentaires, il y a une méthode qu'on appelle la méthode de Newton, qui est une façon d'approximer, hein, de trouver des zéros des fonctions relativement facilement. Et donc, grâce à ça,
Je ne rentre pas trop dans les détails. Si vous avez envie de retrouver ça, vous mettez 0x5f3759df dans Wikipédia, vous tombez sur la page web qui décrit tout ça, hein, c'est la constante magique. Mais ce qui est important, c'est qu'il arrive à remplacer deux opérations sous les flottantes par un shift logique qui coûte rien, une soustraction sur des entiers, et trois multiplications en autre soustraction, qui allait beaucoup plus vite sur des entiers que l'opération flottante. Mais alors, je suis d'accord que ça, ce n'est pas super compréhensible si vous n'avez pas fait d'informatique dans votre vie ou un peu des maths, mais si vous aviez seulement l'exécutable, vous vous rappelez, c'est ça. Alors, bonjour, bon courage, allez comprendre comment les messieurs avaient fait son calcul. Hein. Alors qu'une fois que vous avez les codes sources, avec un peu d'effort, on arrive à recomprendre. Ça vous montre aussi l'effet que les codes sources est un objet précieux. Vous voyez, c'est comme dans la littérature ancienne, écrire une belle poésie, même si la poésie est petite, ça coûte cher. Il faut beaucoup de cerveau pour construire une belle poésie. Il faut beaucoup d'efforts intellectuels pour construire quelques lignes intelligentes des codes sources aujourd'hui. C'est un patrimoine, des connaissances précieux. Et alors là, on commence à se rendre compte, par exemple, vous prenez les cas d'Elaine Schust, c'est le directeur du Computer History Museum à Palo Alto, et il avait écrit un article en 2006 qui était très intéressant, dans lequel il disait effectivement que l'accès aux codes sources des logiciels nous fournit une occasion incroyable d'accéder à la vision qu'avaient les concepteurs du logiciel au moment où on l'a fait. Et donc ça, c'est très, très important de le savoir. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous voyez, par exemple, dans les mondes du logiciel libre, voilà, un logiciel libre est libre si vous avez accès à ces codes sources, si vous pouvez les comprendre, vous pouvez les modifier, vous pouvez les distribuer, réutiliser comme vous voulez. Donc ça, c'est vraiment important. Et les logiciels libres et les codes sources des logiciels libres est effectivement un bien commun aujourd'hui. Ça fait partie des biens communs, ça, c'est pas moi qui l'ai dit, vous voyez, c'est Wikipédia, donc, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Quand on parle des biens communs, ce sont des biens qui peuvent être réutilisés de façon libre. Alors, ces ressources qu'on peut réutiliser peuvent être naturelles, peuvent être matérielles ou immatérielles, donc une connaissance, un logiciel. Les logiciels libres sont une partie d'un bien commun. Et qui est une partie de nos biens communs qui, comme je le disais, est très récente. C'est-à-dire, si vous regardez à l'origine, dès les années 60, on a dépensé 200 milliards de dollars pour mettre un homme sur la Lune, et une partie de l'effort qui était nécessaire pour mettre un homme sur la Lune, c'était de concevoir 60 000 lignes de code, des codes sources, qui étaient embarqués dans les systèmes de contrôle des vols du module de l'Apollo 11. C'est ce qui a permis aux gens d'arriver sur la Lune, de revenir. Il ne suffit pas de les mettre, il faut les ramener aussi. Hein. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on va envoyer des gens sur Mars, les laisser mourir là-bas. Donc là, on a bien tout ça. Et si vous regardez la personne qui était à l'origine de tout ça, c'est une dame, c'est Margaret Hamilton, c'est une femme. Hein. Vous voyez comme quoi, ce n'est pas que les informaticiens qui font du logiciel, il peut y avoir des femmes magnifiques. Cette dame, elle est encore vivante aujourd'hui, elle dirige une entreprise d'informatique aux États-Unis qui est très intéressante et passionnante. Mais vous voyez, en 69, elle disait, quand on avait commencé à faire ce travail, on n'y comprenait rien. Personne ne savait ce qu'on était en train de faire. Il y a juste 50 ans. On ne savait pas ce que c'était, écrire des logiciels, vraiment. Aujourd'hui, 50 ans après, le monde a pas mal changé. Donc, si vous regardez votre petit objet que vous avez dans vos poches, là, votre ordinateur, votre téléphone, vous ne savez pas, mais c'est un ordinateur bien plus puissant qu'elle est créée il y a quelques dizaines d'années. Dedans, une petite partie de tout ça, c'est les noyaux Linux qui est dedans et qui fait à peu près 20 millions de lignes de code. Vous voyez, ça, cette pile que vous voyez ici, c'était 60 000 lignes de code à l'époque. Vous imaginez 20 millions? Et ça, c'est juste une petite partie de ce que vous avez dans les poches aujourd'hui. Et alors, la grosse question, est-ce qu'on prend bien soin de tout ça? D'un patrimoine culturel majeur, une masse de connaissances scientifiques et techniques majeures, est-ce qu'on s'en occupe? Mais alors, si vous regardez, malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. D'un côté, vous avez du logiciel qui est partout, mais après, vous avez aussi l'effet que les codes sources du logiciel est partout, mais dans un mauvais sens. C'est-à-dire qu'il est éparpillé partout. Si vous cherchez les codes sources des logiciels aujourd'hui, vous avez les choix entre plein de plateformes différentes. Alors, quand moi j'étais un peu plus jeune, tout le monde allait sur une plateforme qui s'appelait SourceForge, qui est un peu perdu des vitesses, personne ne sait plus que ça existe, sauf les vieux comme moi, d'accord?
Après, aujourd'hui, la plus populaire au monde, c'est GitHub, mais allons voir qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans. Au milieu, il y avait des choses comme Google Code, Gitorious, vous avez, nous en INRIA, on a notre propre forge, il y a GitLab qui est utilisé, très populaire ailleurs, mais vous avez aussi des plateformes pour distribuer des codes et pas pour les développer, comme les CETAN, CERAN, CEPAN, les Comprehensive Tech Archive Network, Comprehensive R Archive Network, Comprehensive Perl Archive Network, vous avez des systèmes de distribution comme Maven, vous avez des distributions de logiciels comme Debian, donc il y a un paquet de choses. Donc essentiellement, sur les bilans, on n'a pas de catalogue. On ne sait pas. Si on doit chercher un logiciel, malheureusement, c'est comme pour les ressources éducatives libres de l'exposé à l'intérieur, votre meilleur avis pour l'instant, c'est soit la machine à café avec quelqu'un qui en sait plus que vous, soit un moteur de recherche. Et ça, ce n'est pas un catalogue. Et je trouve que ce n'est pas très bien. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est plus grave que ça. La chose qui est plus grave, c'est que les logiciels, comme toute information numérique, est fragile. Qu'est-ce qu'on veut dire par le fait que l'information numérique est fragile? On nous a toujours expliqué que l'information numérique est magique parce qu'elle est différente des objets physiques qu'on a du mal à dupliquer. Une information numérique, on la duplique facilement, sans perdre de qualité. Oui, mais on peut aussi la perdre. C'est-à-dire, vous avez votre clé USB avec 64 gigaoctets de données dessous. Si vous la laissez dans les métros, vous avez perdu 64 gigaoctets de données. Et si vous n'avez pas fait une copie, vous êtes un peu mal, vous avez perdu énormément d'informations. Mais ça, ce n'est pas nouveau, on le sait. C'est pour ça qu'il faut faire des copies tout le temps. On vous dit qu'il faut faire des sauvegardes. Alors, ce qu'on vous dit pas souvent, c'est qu'il ne suffit pas de faire des sauvegardes, il faut aussi les vérifier. On ne sait pas si la sauvegarde marche tant qu'on n'a pas essayé de la récupérer. Et des fois, on ne la récupère pas. C'était le cas des GitLab il y a un an à peu près. 5 niveaux de sauvegarde. Les 5 ont échoué au moment où on a essayé de récupérer les choses. Mais donc voilà, les questions de sauvegarde, on connaissait, les problèmes techniques, on peut les connaître. Par contre, il y a deux choses qui sont nouvelles. D'un côté, les attaques informatiques malveillantes, qui sont assez récentes. Vous voyez, donc les virus qui se propagent, qui arrivent sur vos machines, qui encryptent tout, qui vous demandent de mettre de l'argent sur tel compte Bitcoin à tel endroit pour les récupérer. Ça ne sert pas à grand-chose, ce n'est pas la peine de payer. Là, votre seule solution, c'est vraiment d'avoir une sauvegarde avant. Mais plus récent encore et plus inquiétant encore, vous voyez, dans le catalogue que je vous ai donné ici, il y avait Google Code, une grosse plateforme de développement des codes financée par Google, qui n'est pas exactement à court d'argent, et Gitorious, qui était une autre plateforme relativement populaire. Bien, il faut savoir qu'au mois de mars 2015, ces deux plateformes-là ont annoncé qu'ils allaient fermer. Gitorious, parce qu'ils avaient été rachetés par GitLab, et ce n'était pas la peine de maintenir deux versions. Donc, en 3 semaines, 120 000 projets en logiciel libre qui étaient hébergés ici ont dû être migrés ailleurs. Tous ont réussi à le faire. Et par contre, Google Code, c'était un peu plus seigneurial. Ils nous dit on vous donne un an de temps, donc vous avez plus de temps pour retrouver tout ça. Et là, c'était 1 500 000 projets de développement en logiciel libre qui étaient mis en danger. Donc, ça, c'est nouveau. C'est-à-dire l'effet que pour des décisions économiques ou business ou managériales, on arrête très rapidement une plateforme qui est utilisée, comment dire, de façon gratuite, mais pas libre, c'est pas la même chose, par plein de développeurs sur la planète. Ça, c'est nouveau. On n'était pas habitué à tout ça. C'est un vrai danger nouveau. Et donc là, la vraie question qu'on peut se poser, c'est d'accord, mais si mon logiciel disparaît, ou si la plateforme sur laquelle mon logiciel est développé n'est plus là, où est-ce que je trouve une copie de tout ça? Est-ce qu'on dispose d'un archive dans lequel on peut retrouver ces contenus, même s'ils ont disparu de leur plateforme originelle? Et alors, vous pouvez bien chercher, il n'y a pas d'archive aujourd'hui. Il n'y a pas d'archive, il n'y a pas d'endroit dans lequel vous pouvez retrouver tout ça. Mais ce n'est pas fini. Donc, non seulement on n'a pas de catalogue, on n'a pas d'archives, mais en plus, on n'a pas des plateformes et d'infrastructures de recherche dédiées à l'analyse des codes sources des logiciels, ce qui est encore plus étonnant. Parce qu'aujourd'hui, on a des logiciels partout, on les a dans des équipements médicaux, on les a des gens qui ont du pacemaker, ils ont du logiciel dans leur cœur, ils ne savent pas, mais c'est vraiment important. Vous avez du logiciel dans les voitures, dans les avions, dans les trains, dans tous les systèmes de transport, dans les questions des contrôles d'énergie. Donc l'absence d'erreur
dans ces logiciels est quelque chose qui devient super important. Donc il faudrait vraiment que tout le monde investisse, pas seulement les universités ou l'État, mais aussi les entreprises privées, pour avoir des plateformes qui analysent massivement les codes sources des logiciels pour enlever les erreurs, les corriger le plus vite possible. Mais alors, pour étonnant que ça puisse vous sembler, autant les êtres humains ont réussi à dépenser des milliards pour regarder les étoiles, non, ça c'est une belle photo du télescope d'Atacama au Chili, qui vous permet de regarder les galaxies à distance pour répondre à la question d'où on vient, où on va, ce qui est vraiment important, autant on n'a pas été capable de créer une infrastructure de recherche qui soit dédiée à l'analyse des codes sources des logiciels dont nos propres vies dépendent de plus en plus aujourd'hui. Vous voyez, ces bilans-là, on l'a fait à peu près il y a 4 ans. On s'est rendu compte de ça un peu par hasard, parce que comme tous les autres informaticiens, on a tellement les nez dans les guidons, on regarde ce qu'on fait tous les jours, je développe mon code, je discute avec mon copain, on ne prend pas les reculs, on ne se rend pas compte. Mais on s'est rendu compte de ces 3 facteurs, donc, pas de catalogue, pas d'archives, pas d'infrastructure de recherche. Et déjà qu'on parlait des recherches, là on commençait à regarder un peu plus loin aussi des recherches scientifiques, et on s'est rendu compte que ce n'était pas seulement ça qui était grave, mais il y a encore un élément en plus. Et je prendrai quelques minutes pour vous en parler. On a découvert que les logiciels, d'une certaine façon, sont comme une sorte de grands absents dans les domaines de la recherche scientifique. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent, les messieurs là-bas? Ils viennent de dire que le logiciel est partout dans la recherche. Qu'est-ce qu'il veut dire par le fait qu'il est un grand absent la recherche scientifique? Alors, quelques minutes pour vous expliquer. Si vous regardez, vous avez entendu parler de ça, n'est-ce pas? On est dans une période de crise de la science. On parle tous de la crise de la science. Au moins, même dans Nature, il y a 3 ans, c'était marrant, il y avait quelqu'un qui avait parlé des sciences subprime, donc des sciences de mauvaise qualité. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Parce qu'effectivement, vous regardez un peu, il y a plein d'études qui montrent que dans les articles scientifiques qui ne sont pas publiés, il y a des données qui sont corrompues, il y a même des cas de fraude, ça c'est grave, ou des résultats non reproductibles. Et alors ça, au début, c'est une observation en interne chez nous, dans notre communauté scientifique. Quand je dis chez nous, pas juste les informaticiens, la communauté scientifique générale. Mais ça a fini pour s'ébruiter. Ça commençait à se savoir à l'extérieur. Vous voyez, donc là, c'était la première page d'Economist en 2013, qui disait « When science goes wrong », c'était déjà ça. Et je ne sais pas si vous regardez ces messieurs-là, qui moi, il me fait rire beaucoup. Donc, c'est John Oliver, il a une émission Last Week Tonight. Donc là, au mois de mai en 2016, je ne sais pas qui travaille dans son équipe qui est super, donc ils ont fait un super sujet sur la science et tous les problèmes de la science. Et donc là, effectivement, ça, c'est un extrait des méta-études qui sont faites sur les études scientifiques. Et là, vous retrouvez qu'effectivement, dans chaque ligne, vous avez les types de nourriture que vous avez. Du bœuf, du canard, du poulet, du poisson, des épinards, tout ce que vous voulez. Et là, vous voyez toutes les études scientifiques qui apparaissent. Donc, il y a des études qui disent que manger du canard cause du cancer, et d'autres études qui disent que manger du canard prévient les protège du cancer. D'accord? Donc là, effectivement, la tête du monsieur, c'est-à-dire, c'est quoi ça? C'est pas de la science. On commence à se rendre compte. Il y a un vrai problème, et on commence à y réfléchir. Donc, pour comprendre qu'est-ce qui va mal et pourquoi on en est arrivé là, ce qui n'est pas bien, il faut peut-être revenir à l'origine de la démarche scientifique. Okay? Comment on construit la connaissance scientifique? Alors, si vous regardez la méthode expérimentale qui est née dans le monde de la science, il y a longtemps, alors évidemment, je suis italien, donc je vous mets la photo de Galileo Galilei, qui était à Pise, dans la même université dans laquelle j'étudiais moi quelques siècles plus tard. Je sais bien que pour les Français, c'est quelqu'un d'autre, pour les Américains, c'est quelqu'un, pour les Anglais, c'est encore quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas grave, donc la personne. L'essentiel, c'est la méthode. Okay? La première chose, c'est qu'on observe quelque chose. On observe quelque chose, on formule des hypothèses, du coup, on construit des expériences pour valider une théorie scientifique. Ça, c'est la première étape, mais une chose qui est essentielle dans les démarches scientifiques, c'est qu'ensuite, on reproduit et on vérifie. Parce que comme disait Karl Popper, qui est un épistémologue très passionnant du début du siècle passé, ça me fait très vieux, de dire 1900 c'est le siècle passé, je n'étais pas habitué à ça, mais bon quand même. Et il dit les occurrences non reproductibles n'ont pas de signification pour la science. Et il est vrai, c'est la différence entre la science et d'autres disciplines, c'est le fait que votre connaissance, vous pouvez la vérifier. Quelqu'un d'autre de l'autre côté de la planète peut regarder, refaire l'expérience et voir si ça fonctionne. Ça, c'est notre méthode scientifique. Ça marchait très bien avant l'informatique. Après, au moment où l'informatique est arrivée, qu'est-ce que ça veut dire, reproductibilité dans un monde numérique?
Ah, ça devient plus compliqué. Je vais faire quand il y avait du logiciel dans une expérience, il faut bien évidemment l'accès ouvert aux articles qui les décrivent. Ça, c'est un combat qu'on connaît bien. Il vous faut l'accès aux données qui ont été utilisées pour faire votre étude et votre analyse. Ça aussi, ça commence à être bien connu. Par contre, une chose qu'on a tendance à oublier, c'est qu'on a besoin du code source de tous les composants qu'on a utilisés pour faire les analyses des données. Ah, ça, on n'y a pas pensé, hein, je n'en fais pas trop. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi l'environnement d'exécution, les références stables entre tout ça. J'ai utilisé tel logiciel pour analyser telle donnée, ça produit tel résultat, etc., etc. Ces deux premiers points, l'accès ouvert, les données ouvertes, ce sont des domaines qui sont bien connus, bien étudiés. Par contre, pour ce qui concerne les logiciels, c'est les grands absents dans tous ces panoramas. C'est étonnant, hein? Mais alors, du coup, on peut essayer de se poser la question de savoir comment ça se passe pour les logiciels, pour la reproductibilité dans les logiciels. Est-ce qu'on arrive à faire quelque chose de bien? Alors, préparez-vous, parce qu'il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent à nouveau. Vous voyez, il y a un collègue américain qui s'appelle Kohlberg qui a essayé, il y a quelques années, de faire une étude comme celle sur les cancers. Vous vous rappelez? Donc, il a regardé les meilleures conférences en informatique et les meilleures revues en informatique appliquées. Donc ça, désolé, pour les gens qui ne sont pas dans mon domaine, ça ne va pas vous dire grand-chose, mais faites-moi confiance, ça fait partie des meilleures conférences dans les domaines dans lesquels il y a de l'informatique et de l'application des dons. Donc il a pris 613 articles dans des journaux et des conférences majeures du domaine. Encore une fois, pour les gens qui ne sont pas en informatique, on publie plus dans des conférences que dans des revues. Hein? Donc c'est comme ça. On est une exception dans les panoramas académiques. Et donc la question qui s'est posée, c'était une question très simple. Pour le GC, il ne se posait même pas la question de la reproductibilité. Il voulait juste savoir si j'ai un article qui parle d'un logiciel qui est utilisé pour faire une analyse, est-ce que je peux retrouver les codes sources de ces logiciels, les télécharger, les compiler et l'exécuter? Il ne pose pas la question de savoir si ça produit les mêmes résultats que dans l'article. Il veut juste savoir si on peut les récupérer et les recompiler. Donc ça, c'était le processus qui était relativement complexe. C'est-à-dire, il prend une armée des doctorants, comme on fait dans ces cas-là, des étudiants, des stagiaires, et on leur dit, voilà, 613 papiers, on distribue entre tout le monde, et vous allez suivre le processus qui est là. Donc on va prendre pour chaque papier, on va regarder un papier, est-ce qu'il y a du logiciel dedans? S'il n'y a pas de logiciel, on les jette. S'il y a du logiciel, est-ce qu'il a besoin d'un matériel spécifique pour l'exécuter? Là, on n'a pas le matériel, donc voilà, on oublie. Est-ce que c'est un logiciel qu'on peut recompiler sur machine normale? Dans ces cas-là, bon, très bien, on essaye de les retrouver. Et pour les retrouver, on fait comment? D'abord, on lit l'article. Est-ce qu'il y a un pointeur sur les codes sources? S'il n'y a pas de pointeur sur les codes sources, on va regarder sur les pages web des auteurs. S'il n'y a pas des pointeurs sur les pages web des auteurs, on écrit aux auteurs. On écrit une fois, on écrit 2 fois, on écrit 3 fois. S'ils ne répondent pas 3 fois, ben là, on dit que c'est perdu. D'accord? Par contre, s'ils écrivent, et une fois qu'on a récupéré les codes sources, on essaye, on les télécharge, on les compile, on l'exécute et on ne regarde pas ce que ça fait, juste si ça s'exécute. Donc, à votre avis, petit sondage, sous les 613 papiers dans les meilleures conférences et journaux scientifiques en informatique, hein, censés être des experts, non un logiciel, combien passent les tests? Je répète, ce n'est pas la reproductibilité, c'est juste un truc très 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 bas. L'effet qu'on peut récupérer les codes, les compiler et l'exécuter. À votre 20%. 10%. Vous êtes méchante. Hein? Il n'y a personne qui est un peu plus optimiste? Non, mais voilà, j'ai mal préparé J'ai mal préparé. Ben, vous n'êtes pas loin de tout. Alors, si vous regardez, voici les résultats. D'accord? Sur les 613 papiers, il y en a 74 qui sont théoriques, donc on les enlève. Il y a 24 qui demandent un matériel spécifique, donc on les enlève. Il en reste 515. Sur les 515, 85, on arrive à trouver les codes juste en regardant l'article. 65, il a fallu aller sur la page web des chercheurs. 81, il a fallu demander aux auteurs. Là, on arrive à en récupérer 231. Sous ces 231, on n'arrive même pas à en compiler 108. Sur les 123 qui restent, 21, une fois qu'ils sont compilés, vous exécutez, ça crache tout de suite. Ça ne produit pas, ça ne fait rien. Et il n'en reste que 102 qui fonctionnent vraiment. Et pour les autres, après, il y a quelque chose qui est absolument spectaculaire. Là, on n'arrive pas à retrouver les gens auxquels écrire dans 100 cas. Il y a 30 personnes qui ne répondent pas. Et plus étonnant encore, 139 personnes qui disent « je ne vais pas te donner les codes sources ». Pourquoi?
Alors ça, c'est très intéressant. Je conseille de regarder cette étude-là parce qu'il est vraiment, c'est à mourir de rire. Surtout l'annexe dans laquelle il prend de façon anonymisée tous les échanges avec les chercheurs. Hein, pourquoi. Il y a des choses du style mon chat a mangé les codes sources. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'était sur mon Mac, et alors les chats, il est monté sur les bureaux, il a poussé les Macs qui est tombé par terre, les disques durs sur lesquels les codes sources étaient là, cassés, donc on ne peut pas te les donner. Ah, ça, je jure que ça écrit dedans. Vous allez voir dans les annexes, c'est trop drôle. Il y a d'autres du style, oula, les codes sources de cet article-là, oui, ça fait 6 mois. Alors, les postdocs qui s'en est occupé, il était recruté chez Google, j'arrive plus à y parler, et je sais pas, écoute, j'ai bien essayé, mais je ne le trouve pas. Après, vous avez d'autres cas, des gens qui vous disent « Ah bon, les codes de cet article-là, ben, écoute, on a cherché, ben, on a trouvé ça. Je ne sais pas du tout si c'est les codes qu'on a utilisés dans l'article, parce que je ne sais pas si c'est la bonne version, mais je vous l'envoie quand même, vous voyez si ça vous sert à quelque chose. Tout ça, c'est authentique. Et après, vous avez des gens qui, par contre, ont un vrai problème politique, qui disent « Ah non, je n'ai pas les droits de vous les donner. » Comment vous n'avez pas les droits de vous les donner? Vous avez dit dans votre article, votre recherche est financée par l'NSF. Et donc l'NSF dit, si vous faites de la recherche sous fonds publics, il faut rendre disponibles les codes sources. Dire, ah non, 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 non. Et après, là, c'est très marrant, parce qu'il y a tous les échanges des Kohlberg avec l'administration de quelques universités, à nouveau anonymisées, en disant, selon l'article des lois machin, vous devez nous fournir la chose, et les gens trouvent toutes les excuses possibles, imaginables, pour ne pas répondre. Sinon, la réponse est, il n'y a pas de code, d'accord, il n'y en a pas. C'est juste ça. Et donc, quand même, vous voyez, vous n'étiez pas loin du tout. Hein, c'est quand même 80% des recherches qui est non reproductible des bases. C'est-à-dire, je ne dis pas que le reste est reproductible, parce que les codes, il ne fait que tourner. Ça ne fait pas forcément la même chose. D'accord? Mais c'est désastreux. Comment on peut se permettre de vivre dans un monde pareil? C'est incroyable. Et donc là, si on doit faire un bilan, la situation est vraiment, vraiment, vraiment inquiétante. Nous n'avons pas de catalogue, nous n'avons pas d'archives, nous n'avons pas de reproductibilité scientifique, et en plus, nous sommes à un tournant dans l'histoire de l'informatique. Pourquoi un tournant dans l'histoire de l'informatique? Parce que vous voyez, tout ça, ce n'est pas nouveau. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui que c'est arrivé, ce n'est pas il y a 5 ans, ce n'est pas il y a 10 ans, c'est depuis toujours qu'on est dans cette situation. Mais alors, pourquoi on s'en inquiète maintenant? J'aimerais bien le dire, parce que je suis un gros génie, je lis des, etc. Ce n'est pas du tout les cas. C'est pourquoi on s'inquiète maintenant? C'est ça. Parce qu'on est à un moment historique dans l'histoire de l'informatique. Mais si vous regardez vers le passé, en particulier aujourd'hui, l'informatique réelle telle qu'on la connaît a commencé il y a une cinquantaine d'années. Donc la plupart des codes importants qui ont été écrits pour faire fonctionner l'Internet, dont on a besoin tous, pour faire fonctionner les systèmes, pour faire plein de logiciels importants, ils sont encore là, ces codes-là. Peut-être, disons, égarés, un peu perdus, ou alors derrière des barrières des propriétés intellectuelles, ça arrive, mais ils sont encore là, et les personnes qui les ont écrites sont encore vivants. Pour la plupart, ils sont encore vivants, et ils ont envie de partager. On en a croisé plusieurs qui aimeraient bien mettre tout ça à disposition, partager leurs connaissances, faire rendre tout ça disponible. D'accord? Mais le problème, c'est qu'il ne nous reste que quelques années, la biologie avance, et donc les gens sont en train de mourir petit à petit. Ces anciens qui ont créé tout ça. Quand il reste quelques années, il faut agir maintenant pour sauver les passés. Mais ce n'est pas juste les passés, c'est aussi les futurs. Si vous regardez sur les futurs, malgré ce qu'on raconte sur l'intelligence artificielle, vous voyez, des fois vous entendez des bêtises du style « Ah, mais non, avec l'intelligence artificielle, il n'y aura plus besoin de programmeurs. » Ah non. Ah non. On n'a jamais eu besoin d'autant de programmeurs qu'aujourd'hui. Et en particulier, vous voyez, c'est les data science, c'est des gens qui connaissent des probas, des stats et qui savent programmer. C'est-à-dire on a besoin de ces gens-là à mort. On n'a jamais autant écrit de logiciels qu'aujourd'hui. Et donc, si vous regardez, chaque jour, on a plus de programmeurs, chaque jour, on a plus de codes informatiques qui écrits. Et donc, chaque jour, si on ne fait rien, les problèmes que je viens de vous détailler vont empirer, mais en vitesse spectaculaire. Donc, il est fondamental de construire maintenant une plateforme universelle pour conserver ces codes, pas seulement les codes du passé, mais aussi les codes du futur. Et donc là, comme il était urgent d'agir, ces constats, on l'a fait en 2014 à peu près. Donc, on se posait la question, on était très étonnés hein, quand on a regardé autour, on s'est rendu compte que personne ne s'en occupait. On a fait une petite étude de ce qui se passait, on a essayé de réfléchir à si on était en condition de faire quelque chose.
Et c'est le moment où on a lancé cette initiative qui s'appelle Software Heritage, qui a comme mission précisément de répondre à ces défis. Dans notre mission, la mission de Software Heritage, est de récolter, préserver et rendre disponibles tous les codes sources de tous les logiciels disponibles, pour répondre à tous les défis que j'ai énumérés tout à l'heure. Alors attention, ce n'est pas juste aller chercher du code informatique du passé pour les montrer à des étudiants, des gens qui sont intéressés à l'étudier pour voir l'histoire de l'informatique. C'est aussi et surtout construire une plateforme qui permet de contenir tous les codes sources développés aujourd'hui pour l'étudier, l'analyser et préparer un futur technologique meilleur pour tout le monde. Et donc, quand on a lancé ça, c'était un gros défi. Parce que moi, je commence à avoir un certain âge, et l'avantage, c'est que j'ai fait plein d'erreurs dans les passés, donc j'essaie de ne pas refaire les mêmes. Donc, comment on fait pour faire un objet comme ça? On a essayé de construire une infrastructure basée sur des principes qui sont importants. Alors là, vous avez un article scientifique qui essaie de décrire tout ça, si vous voulez regarder. Mais non, l'idée, c'était, première leçon des vieux informaticiens, c'est ce qu'on appelle la philosophie Unix, essayons de faire une chose bien, une seule chose bien, mais de façon à s'interfacer avec plein d'autres outils. Donc là, on va construire dans Software Heritage une infrastructure qui ne fait que récolter, préserver et rendre disponibles les codes sources des logiciels. Rien d'autre, rien de plus, mais rien de moins. Et après, on va s'interfacer avec plein d'applications dans le monde de la recherche, dans le monde de l'industrie, dans le monde du patrimoine culturel, dans le monde de l'éducation, pour que tout le monde puisse utiliser cette infrastructure. Mais nous n'allons pas réaliser des applications, c'est aux autres de les faire, parce que c'est déjà compliqué ce qu'on essaie de faire. Et ensuite, quand je dis qu'on commence à faire ce travail, ce n'est pas que du slideware. Comme on dit souvent, ce n'est pas un pitch pour un start-up. Là, on a vraiment travaillé. On s'est retroussé les manches, on a fait tout ce travail-là. Donc, on a commencé notre récolte des données. Donc, on a déjà récolté et sauvé plus de 83 millions de projets logiciels libres. Ça fait plus de 4 milliards de fichiers de codes sources uniques différents et presque 1 milliard de commits pour les techniciens, c'est les ensembles des changements importants pour les développeurs. Et pour construire tout ça, on se base sur des piliers qui sont des principes vraiment importants. D'un côté, pour la technologie, évidemment, tout ce qu'on fait nous, c'est du logiciel libre. Parce que si je vous dis que je lance une initiative pour faire de la préservation à long terme de l'information numérique et j'utilise des technologies propriétaires, vous devriez vous mettre à rire. D'accord? C'est pas bien. Parce que comment je peux préserver à long terme quelque chose, je ne sais pas comment ça marche aujourd'hui. Et l'autre chose, on va en reparler tout à l'heure, c'est important de vraiment faire de la réplication. Ce n'est pas un projet à moi ou un projet à mon institution, c'est vraiment quelque chose qui doit devenir planétaire avec des partenaires sur tous les niveaux. On va y revenir. Pour les contenus, on garde les faits et on trace toute l'information. On sait vous dire telle ligne de code vient de tel code source qui vient de tel projet qu'on a trouvé à tel endroit à telle date. C'est important de voir la traçabilité de tout ce qu'on a. Et on vous fournit des identifiants intrinsèques qui viennent vraiment, sont des codes cryptographiques essentiellement, des hashes, qui permettent d'identifier les logiciels de façon pérenne sur le long terme. Et ensuite, pour l'organisation, ce n'est pas une start-up, ce n'est pas une entreprise. On a vu même les grosses entreprises comme Google peuvent décider un jour d'arrêter une infrastructure. Donc je ne peux pas faire confiance à une initiative soit une seule entité. Donc c'est forcément la création d'une structure qui est non-profit, une fondation, on va y revenir, avec plusieurs partenaires. Donc ça, c'est un peu l'idée. Je vais prendre quelques secondes pour vous montrer un peu l'architecture de ce qu'on est en train de faire et comment ça fonctionne. Et à l'extérieur, comme je vous ai dit, il y a plein d'endroits dans lesquels vous trouvez des logiciels. Plein. Et le problème, c'est que chacun de ces endroits, que ce soit GitHub, GitLab, Bitbucket, je sais pas, votre dépôt institutionnel, votre forge institutionnelle, ils n'ont pas des standards pour parler avec le reste du monde. Donc il n'y a pas un langage standard pour demander à une de ces plateformes, tu peux me dire quels sont les logiciels qui sont hébergés. Mais c'est une grosse différence avec les web dans lesquels vous avez HTTP qui est un protocole standard. Ici, il n'y en a pas. Chaque plateforme a son propre langage. Donc nous développons pour chacune de ces plateformes un adaptateur qui est capable de parler ces langages-là. Donc c'est une sorte de tour de Babel, il faut faire des traducteurs. Il faut parler avec toutes ces plateformes pour pouvoir leur demander régulièrement quels sont les nouveaux projets qui sont disponibles, est-ce qu'il y a des changements qui ont été faits. Donc on va regarder les contenus régulièrement et on construit un catalogue de ce qui est disponible. Mais quand on construit un catalogue de ce qui est disponible, là les dessins un peu trop petits, il y a une deuxième
c'est un tour de Babel à plusieurs étages. Le premier tour de Babel, c'est qu'on ne parle pas le même langage avec toutes les plateformes. Le deuxième étage de la tour de Babel, c'est que quand on a trouvé ces logiciels, ils sont développés avec des outils différents, des systèmes de contrôle différents, des versions différentes. Et donc là, aussi, comme dans une logique de long terme, on construit aussi des adaptateurs pour chacun de ces systèmes de contrôle de version pour les mettre dans un format uniforme, standardisé, que pour les gens qui aiment bien ça, c'est un graphe acyclique dirigé de Merkle, mais dit autrement, c'est la même technologie que vous retrouvez dans les bitcoins, dans la blockchain, dans les systèmes de fichiers distribués, dans Git, qui est un système de gestion de version. Voilà. Donc c'est inventé par un Allemand, M. Merkle, à la fin des années 70, pour d'autres raisons. Vous voyez, en informatique, les idées sont anciennes, mais avant que ça arrive dans la réalité, je dirais, il y a 20-30 ans, c'est comme ça. Hein. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait là, on archive toute l'histoire des développements de logiciels, pas juste les temps à un moment donné, mais tout l'historique de comment il a été développé, pour toujours. On a automatisé complètement l'archivage de GitHub, l'archivage de Debian, et bonne nouvelle de la journée, on a quand même sauvé tous les contenus de Gitorius et tous les contenus de Google Code parce que notre projet était déjà actif au moment où tout ceci s'est passé. Et on a parlé avec les gens qui étaient derrière, donc en remerciant l'archive team pour Gitorius et Vinton Cerf, côté Google, qui nous a mis en contact avec les bons ingénieurs là-dedans. On a récupéré tous ces archives avant que les plateformes soient fermées. Et Richard, il n'est pas là, mais il devrait être content, parce qu'on a récupéré aussi tous les archives de la Free Software Foundation avec les logiciels GNU. Voilà. Ce n'est pas très grand. C'est surprenant, hein, mais les codes sources, vous voyez, c'est compact, c'est concis, c'est du texte. Ça n'est fait pour l'instant que 150-200 téraoctets des données et à peu près 10 téraoctets dans les graphes, ces gros graphes que vous voyez ici qui représentent les contenus et l'histoire. Comparaison, si vous faites une petite expérience en physique nucléaire au CERN à Genève, une expérience, ça fait beaucoup plus que ça. D'accord ? Donc et ne parlons même pas des vidéos des chats et de vos copains qu'on upload sur YouTube tous les jours. J'ai un vieil ami qui maintenant s'occupe de l'infrastructure low-level d'archivage à Google. Quand je lui ai expliqué qu'on essayait de trouver des techniques pour compresser les choses, pour faire moins de 200 téraoctets, il s'est mis à rigoler en disant 200 téraoctets, c'est rien, quoi. Oui, c'est rien pour lui qui ne paye pas. Nous, on doit payer. C'est pour ça qu'on essaie de comprimer. Ça, c'est un objet assez important. Donc, vous voyez, l'idée, c'est vraiment construire une structure de données pérenne qui soit accessible dans les futurs, pas seulement aujourd'hui. Et pourquoi ça, c'est important pour la science? J'ouvre une petite parenthèse. Vous voyez, si vous voulez faire une science reproductible, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment important d'avoir un archive universel pour tous les codes sources de tous les logiciels de recherche. Il n'y en a pas maintenant. Il y a chacun qui dit je fais mon dépôt institutionnel, je mets les choses là. Et on a les mêmes problèmes qu'on a pour les autres logiciels. C'est-à-dire tout est éparpillé, on n'a pas de catalogue, on ne sait pas comment retrouver les choses. Après, peut-être quelqu'un part, on arrête le fonctionnement. Donc, ce qu'on fait avec Software Heritage complète vraiment l'infrastructure pour l'accès ouvert dans la science. D'un côté, on a les articles, on a les données, et ici, on a les logiciels. Et si vous voulez mettre les mains à la pâte, là, je vous réserve une petite première pour vous. Donc, vous pouvez aller sur ce site web-là, archive.softwareedge.org/browse, et là, vous pouvez retrouver une sorte de Wayback Machine pour les codes sources des logiciels, comme l'Internet Archive pour les sites web. Pour l'instant, ce n'est pas public, donc on a mis juste un utilisateur et mot de passe juste pour vous, ADTE 2018. Vous pouvez vous connecter, vous pouvez naviguer à l'intérieur. Je n'ai pas le temps de vous faire une démo, malheureusement, mais si vous êtes intéressé de la pause ailleurs, je ferai un plaisir de vous montrer comment ça marche. Ça, c'est une première chose qu'on a fait. Et l'autre chose qu'on a fait, c'est qu'avec l'archive ouverte nationale française qui s'appelle HAL, Hyperarchive Online, on a mis 1 an à discuter avec eux pour se mettre un peu d'accord. Et enfin, maintenant, il est possible de déposer du logiciel des recherches dans ces dépôts institutionnels qui est HAL, et il sera automatiquement retransféré dans Software Heritage, l'archivage pérenne, avec un pointeur en index qui vous permet de les visiter ici, avec toutes les fonctionnalités qu'un développeur s'attendrait d'un archive de logiciels. Et donc ici, je vous ai mis un lien, parce que de toute façon, mes transparences seront disponibles, donc en ligne. Vous pourrez trouver ici la guide des dépôts qui vous dit étape par étape comment on fait pour déposer un logiciel là-dedans. Vous voyez, donc on essaye vraiment dans la direction de rendre disponible une infrastructure qui répond aux besoins des autres, mais en travaillant avec les autres. On n'a pas fait, nous, encore un autre dépôt pour les logiciels scientifiques. On a travaillé avec HAL et on est prêt à travailler avec tout autre
dépôt ou journal qui a envie de déposer du logiciel chez nous. Voilà, ça, maintenant je commence à aller un peu vers la fin, vous voyez. Je vais vous donner une idée de pourquoi on fait ça, comment on les fait, techniquement, qu'est-ce qu'on essaye de faire. Et maintenant, il faut que je vous parle un peu de la choix politique de comment faire tout ça. Ce n'est pas évident de mettre en place une initiative dont, vous voulez, la complexité, pas tellement technique, mais institutionnelle, peut être similaire au moment où on a commencé à créer les bibliothèques publiques il y a quelques siècles. Parce qu'avant, on n'avait pas cette idée. Pour les logiciels, on n'a pas cette idée. Maintenant, il faut le faire. Comment faire ça? Donc, on a essayé d'abord de trouver des soutiens de tout niveau. Première chose qui est importante, c'est avoir une reconnaissance au niveau politique, au plus haut niveau politique, de l'importance du logiciel. Ce n'est pas évident, parce qu'on parle souvent des numériques qui couvrent plein de choses, et on oublie que les numériques n'existeraient pas sans les logiciels qui sont moteurs. Pas très souvent des logiciels, et c'est triste, c'est parce que aussi nos dirigeants n'ont pas été formés à la programmation, donc ils n'ont pas les modèles mentaux pour comprendre qu'est-ce qu'un logiciel. Ça changera avec les nouvelles générations, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et donc ici, le 3 avril passé, à Paris, au siège de l'UNESCO, on a réussi l'exploit de signer un accord historique entre l'INRIA, qui est mon institution d'aujourd'hui, et l'UNESCO, sur l'accès de la préservation à long terme des codes sources du logiciel. Là, je pense que vous reconnaissez quelques-unes des personnes qui sont dans la photo. Donc là, c'est Antoine Petit, qui était le directeur d'INRIA à l'époque, qui est devenu président du CNRS aujourd'hui. Madame Irina Bokova, qui était la directrice générale de l'UNESCO à l'époque, et le monsieur au milieu, c'était le président de la République française l'année passée. Il y avait 400 personnes, des ambassadeurs de plusieurs pays, des discours qui sont encore en ligne, vous les retrouvez sur les blogs des Software Heritage, dans lesquels on parle de l'importance du code informatique, du code source des logiciels dans les patrimoines de l'humanité. Et ça, c'est une première étape, faire prendre conscience. La deuxième chose est trouver un accord et un soutien auprès des personnes qui partagent votre vision. Et donc, évidemment, avant de rendre public les projets, on est allé en parler avec les gens de Creative Commons, avec la Free Software Foundation, avec l'Open Source Initiative, avec des musées, avec plein d'institutions. Vous les retrouvez, tous les témoignages sur les sites de Software Heritage, dans la partie support, testimonial. Et évidemment, tout ceci n'est pas gratuit. Il y a un coût pour arriver à faire fonctionner tout ça. Un coût minime par rapport à un coût d'un télescope ou d'un bateau océanographique. Je ne vous cache pas, c'est tout petit par rapport à tout ça, mais il y a un coût quand même. Et donc là, l'INRIA, qui est mon institution aujourd'hui, a décidé de lancer le projet en faisant les mêmes efforts qu'elle a fait il y a 22 ans, quand elle était un des partenaires fondateurs du W3C, le World Wide Web Consortium, et qui maintenant contrôle tous les standards du web, avec la même vision de l'époque, c'est-à-dire on met des ressources pour créer un projet qu'on considère super important, non pas pour dire que c'est notre projet, mais pour qu'il démarre et pour que d'autres puissent vite se l'approprier. Et donc, c'est Antoine Petit, à l'époque, qui m'avait dit, toi, je considérerais que Software était un succès au moment où tout le monde aura oublié qu'INRIA était les fondateurs. Moi, j'espère qu'on ne va pas trop l'oublier, mais quand même, l'idée étant, il y aura tellement de partenaires qu'on ne saura plus qui était à l'origine. Et donc là, de façon assez étonnante pour les gens qui me connaissent, vous voyez, les premiers partenaires qu'on a trouvés en soutien du projet, c'est Microsoft, qui était mon ancien ennemi il y a 20 ans. Donc en quoi ça montre que les choses changent. Ce n'est pas moi qui ai changé, hein. C'est l'entreprise qui a changé de l'autre côté. Intel, la Société Générale, donc tous ces partenaires mettent un peu plus de 100 000 € par an dans un projet sous forme de donation. Ils n'attendent pas des retours derrière tout ça, c'est du sponsoring pur. Les Chinois, on avait trouvé Huawei qui est venu nous voir, ça c'était intéressant. Huawei normalement faisait du matériel, mais maintenant vous savez le matériel c'est du logiciel dedans, donc ils ont compris que c'est super important. GitHub est notre partenaire et sponsor de ce qu'on fait. Si vous regardez sur la page d'aide de GitHub, il y a une question qui est qui archive vos contenus et ils pointent vers nous. On travaille avec eux régulièrement. Vous retrouvez Nokia, les archives hollandaises, l'Université de Bologne en Italie, et il y a d'autres qui vont arriver qu'on va annoncer dans les prochains mois. Et j'espère de voir aussi le Canada bouger. Finalement, on ne laissera pas seulement les Américains prendre les lignes. Il faut quand même se bouger. Ben voilà. Et maintenant, quelles sont les prochaines étapes dans ce qu'on est en train de faire? Première étape, il
faut vraiment sortir du cadre des petits projets portés par une structure importante comme l'IRIA, créer une fondation indépendante, multipartenaire, dont la mission est de s'occuper de cette mission à long terme. Ça va être fait dans les prochaines semaines. On est en train de signer la convention pour la création de la fondation maintenant. L'autre chose, c'est vraiment activer et faire grandir les communautés qui travaillent autour de ces projets, qui utilisent ces projets. Donc, les communautés académiques, effectivement, vous avez vu la liaison avec l'accès ouvert, c'est très important. Au moment où on parle de reproductibilité de la science, ne faisons pas l'erreur de faire 36 000 dépôts des logiciels scientifiques à droite, à gauche. Prenez un seul dépôt qui est fait pour les logiciels, ce n'est pas un objet numérique comme les autres, et venez travailler avec nous. Toutes les portes sont ouvertes, c'est tout ce qu'on fait open source et les standards de communication sont simples. On a utilisé les mêmes standards qui utilisent les archives ouvertes comme SWORD, etc. Donc c'est facile de communiquer. L'industrie, faire en sorte que le logiciel soit meilleur, plus facile à développer, et le patrimoine culturel, parce qu'à nouveau, je répète, l'histoire des logiciels est une histoire incroyable. Pour l'informatique, on est dans une situation unique. On peut encore parler avec les gens qui ont construit cette science. On ne peut pas parler avec Aristote, on ne peut pas parler avec Pythagore, on ne peut pas parler avec Leibniz, on ne peut plus parler avec plein de philosophes. On peut parler avec tous les gens qui ont créé notre discipline informatique. Il faut le faire, vite. Et l'autre chose, vous voyez, quand vous vous attaquez à un problème de cette nature, je l'ai déjà dit, mais je le répète avec une citation qui n'est pas la mienne, il y a une tentation qui peut être très forte. On peut se dire, oui, mais je réunis la meilleure équipe de la planète, je suis dans une très belle institution, qui est celle de l'IRIA, qui est une institution majeure en informatique, et on fait tout seul, hein, parce qu'on est les meilleurs sur le monde. Alors, c'est assez vieux pour savoir que ça ne marche pas du tout comme ça. Si vous voulez avoir une chance pour que cette initiative dure sur la durée, il faut de la résilience et il faut de la biodiversité dans tout ce qu'on fait. Et ce n'est pas mon idée. En fouillant un peu, on a trouvé un monsieur qui a dit la même chose il y a très longtemps en parlant d'autre chose. Un certain président d'un pays pas très lointain d'ici, qui en répondant dans une lettre à quelqu'un qui lui a envoyé des documents qui venaient de la Révolution américaine, qui était en danger, qui pouvait prendre feu à un moment donné, pour dire comment on fait pour les protéger, et répondait ça. Effectivement, il faut bien les sauver. Il y a ceux qu'on a perdus, on ne peut rien faire, mais ce qu'ils sont là, essayons de les sauver. Comment? Non pas en les mettant sous clé dans des caveaux obscurs qui les cachent à la vue du public, mais en faisant tellement de copies qu'aucun accident ne pourra jamais tous les détruire. Et c'est exactement la même approche qu'on veut prendre chez nous. D'accord? Travailler avec les autres ensemble. Donc, je vais terminer. Je pense qu'aujourd'hui, on a une opportunité unique. On peut reconstruire une sorte de bibliothèque d'Alexandrie du logiciel. On l'a trop longtemps ignoré. On peut reconstruire l'histoire vraiment des objets qui changent notre monde avec l'évolution numérique. Et on peut aussi construire une sorte de CERN, ça c'est très européen-centrique, je suis désolé, une sorte de centre d'études internationales sur les codes sources des logiciels pour améliorer leur qualité, ce qu'on n'a toujours pas fait aujourd'hui, c'est vraiment important de le faire maintenant. Comment vous pouvez aider? Il y a plein de façons de le faire. Venez voir sur notre site web. On est ouvert à avoir des partenariats, on cherche des miroirs, il y en a des premiers qui vont être annoncés dans les prochains mois, on cherche des sponsors. Vous pouvez même, si vous voulez donner $5 canadiens, vous pouvez donner $100 canadiens. Maintenant, on a un site web de donations qui a été ouvert depuis quelques mois pour que tout le monde puisse prendre sa part. Et si vous voulez, vous savez développer, notre code est open source et on cherche des gens qui nous aident, d'accord, pour faire tout ça. Voilà, j'ai pris quand même pas mal de temps pour parler de ça, mais vous voyez, c'est quelque chose d'absolument passionnant et je voulais partager avec vous aujourd'hui. S'il reste quelques secondes, on peut prendre quelques questions. Merci beaucoup.